Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Roumégou, directeur commercial de Ticketchainer. Ticketchainer propose une solution de billetterie innovante. On vous présente aujourd'hui Benjamin Roumégou. Et je suis avec Benjamin Roumégou. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et quel est, vous, personnellement, votre parcours pour en arriver jusque-là? Bien sûr. Donc, je m'appelle Benjamin Roumégou, j'ai 34 ans, je suis bordelais, je suis diplômé d'un master spécialisé dans le sport professionnel, marketing sportif de Kedge à Marseille. Auparavant, j'avais fait un bachelor à Kedge Bordeaux. Ensuite, j'ai très vite essayé d'orienter ma carrière, on va dire, vers le sport. J'ai eu la chance de partir à Taïwan pendant plus de 6 mois pour travailler pour une académie dans le foot dans le cadre de la Coupe du Monde 2010 à l'époque. Alors, Coupe du Monde qui était en Afrique du Sud, mais voilà, Taïwan développait pas mal d'opérations et notamment Adidas et Puma avec qui j'ai pu travailler là-dessus. Ensuite, je suis revenu pour aller au Girondins de Bordeaux et pour être au service marketing événements spéciaux pendant 1 an. Donc, j'ai fait une césure. Et donc, on travaillait sur tous les événements qui étaient en lien avec le groupe professionnel, tous les événements au stade et les événements hors stade. Donc c'était vraiment intéressant et forcément enrichissant pour un jeune bordelais qui avait joué au foot toute sa jeunesse, etc. Donc c'était vraiment top. Ensuite j'ai pu rejoindre Puma qui était l'équipementier à l'époque des Girondins, puisque je voulais vraiment aller voir le côté sponsoring et le côté équipementier. Donc j'ai été au service sport marketing, on appelait ça à Strasbourg, donc au siège France, où je m'occupais en gros des joueurs et des équipes sous contrat. Donc c'était un portefeuille de 80 clients. À l'époque, forcément les plus connus qui parlent encore aujourd'hui, c'est notamment Griezmann, Giroud. Donc voilà, là aussi une super opportunité. Il y a eu un plan social, donc au lieu d'être embauché comme c'était prévu, j'ai dû quitter Puma. J'ai voulu rester dans le sponsoring, donc j'ai atterri chez Ernest, qui est une entre guillemets vieille marque de sport, je dirais, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on la connaît plus trop pour le côté sport pro, mais à l'époque moi j'avais en contrat donc notamment la JOCR, le SLUC Nancy, le Mali, la Guinée et le Bénin en équipe nationale, donc c'était vraiment une belle expérience également. J'ai retravaillé un petit peu avec les Girondins de Bordeaux jusqu'à l'entrée dans le nouveau stade. Donc voilà, j'ai en même temps j'avais commencé à donner des cours en école de commerce, et puis je voulais retourner en club, mais je voyais bien qu'aux Girondins il n'y avait pas l'opportunité. Et la partie commerciale, moi, m'intéressait aussi. Je voulais vraiment essayer d'intégrer un service commercial, partenariat d'un club de foot. Donc j'ai pu rejoindre les Chamois Niortais en Ligue 2. La différence, je dirais, avec les Girondins, c'est que en atterrissant dans un petit club, j'avais la possibilité d'impacter entre guillemets les choses et de pouvoir avoir plusieurs missions. Donc c'est ce qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai fait 4 saisons au Chamois Niortais en Ligue 2, donc où j'étais responsable commercial et partenariat. Je suis parti après 4 saisons parce que j'avais fait un petit peu le tour, et puis j'avais un rêve, je dirais, j'avais la volonté de partir aux États-Unis pendant plusieurs mois pour aller visiter des stades, rencontrer les gens qui faisaient le même boulot que moi. Donc j'ai préparé ce stadium tour, et puis je suis parti pendant plus de 3 mois à travers le pays. Donc j'ai fait New York, Chicago, Détroit, Atlanta, San Francisco, San José, Las Vegas, Phoenix. J'ai fait Los Angeles, Anaheim, San Antonio, Austin et Dallas. Donc plus de 30 stades, matchs, salles. J'ai été accueilli par beaucoup de gens dans les clubs, qui m'ont permis de visiter le stade, qui m'ont permis d'expliquer un peu comment ils bossaient, etc. Donc c'était vraiment exceptionnel. Quand je suis rentré, j'avais envie de retourner dans un club, avec toujours cette envie d'aller dans des entre guillemets petits clubs. Je dis pas ça du tout avec le côté péjoratif. Puisque j'aime beaucoup travailler dans des petites structures où, je dirais encore une fois, on a la possibilité de faire bouger les choses. Donc je suis allé au Pau FC, donc le club de Pau qui montait en Ligue 2, c'était historique. Et ça s'est pas très bien passé. Donc j'ai fait mes 4 mois de période d'essai, je dirais, et puis je suis parti parce que ça se passait pas très bien. Je sentais que le Covid en plus allait compliquer les choses. Donc j'ai préféré partir pour
repartir sur un autre projet, je dirais. Et puis j'ai très vite eu des touches avec une start-up incubée au tremplin, labellisée French Tech et qui travaille sur la billetterie. Donc c'est un sujet assez central de l'expérience spectateur. Donc moi ça me parlait beaucoup. Et donc la société s'appelle Ticket Shiner et aujourd'hui je suis directeur commercial de cette société. Le but étant de développer l'activité auprès des clubs professionnels, donc tous sports confondus en France et à l'étranger. Eh bien justement, sans transition, est-ce que vous pouvez nous présenter donc la société pour laquelle vous travaillez actuellement, donc vous êtes responsable commercial, Ticket Shiner? Exactement, ouais. Ticket Shiner, en fait, c'est une société. Voilà, on est une jeune start-up. La société, elle a 2 ans. On part d'un postulat de base qui est de dire qu'aujourd'hui, l'expérience, ça fait partie intégrante la billetterie justement, ça fait partie intégrante de l'expérience spectateur, qu'il faut forcément la réinventer, la rendre un peu plus, je dirais, engageante. Bien entendu, bon, c'est pas un timing évident avec la période qu'on vit tous actuellement, et malgré tout, on arrive aujourd'hui à séduire pas mal de clubs. En tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de match avec public, les clubs ont un peu, entre guillemets, le temps, voilà, de travailler sur leur stratégie billetterie et avoir une réflexion. Donc, on est en contact avec, franchement, entre 30 et 40 clubs, tous sports confondus, encore une fois, tout niveau confondu. Alors, bien entendu, pour qu'il y ait une billetterie, il faut que ce soit un club pro, semi-pro, on va dire. Donc voilà. Et en fait, on travaille beaucoup sur, je dirais, sur la billetterie et la fidélisation. On a vraiment essayé de réinventer la billetterie, encore une fois, monétiser le trafic que les clubs peuvent avoir sur leur site, grâce notamment à l'affiliation. En fait, on a essayé de prendre les bonnes pratiques du e-commerce pour les ramener dans une billetterie de club pro. Et c'est un truc qui plaît beaucoup aux gens aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de signer un maximum de clubs pour l'intersaison. Mais en tout cas, voilà, c'est en très bonne voie et je suis très content parce que voilà, on n'a pas forcément la prétention de tout révolutionner ou tout réinventer. Mais pour autant, je dirais que c'est une question la base, c'est une question d'offre et de demande. Et aujourd'hui, notre solution de billetterie, elle s'adapte vraiment aux besoins, aux attentes et aux enjeux de chacun de nos clubs. On est très dans la personnalisation. Et encore une fois, un club de top 14, c'est pas un club de basket de nationale masculine 1, un club de Ligue 1, c'est pas un club de nationale 2, etc., etc. Donc voilà, on travaille beaucoup sur encore une fois l'offre et la demande et c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Alors c'est un domaine concurrentiel. Il existe déjà des solutions de billetterie en place, qui même bien en place, qui sont donc quelles sont les fonctionnalités que vous apportez en plus justement pour vous démarquer par rapport à ces concurrents, on peut dire. Oui, c'est très concurrentiel. Moi, en plus, j'ai aucun souci avec ça, puisque moi, j'ai travaillé en lien avec la billetterie dans les 2 clubs où je suis passé. J'ai travaillé avec 3 ou 4 prestataires billetterie différents. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'acteurs et pourquoi il n'y a pas forcément un monopole comme on peut le voir, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez qu'un seul acteur qui est présent sur la billetterie, c'est monopole. Voilà, je dirais que il y a peut-être 2-3 acteurs, mais il y a un monopole de Ticketmaster pour pas le citer. Et en France, en Europe, c'est pas le cas parce que voilà, je pense qu'il y a des anciennes solutions de billetterie qui sont des mastodontes, mais qui ont malheureusement mis du temps à se réinventer, à évoluer. Je dirais que il y a des solutions qui sont des gros paquebots, donc quand vous voulez bouger d'1 millimètre, c'est compliqué. Preuve en est les derniers événements au canal de Suez. Et puis vous avez des solutions qui sont très maniables, très flexibles, très souples. Et nous, on est plutôt comme ça parce qu'on est une solution de 2019. Donc forcément, voilà, on a été fait avec les matériaux de 2019 pour parler de manière simple. Pour faire court, nous, en fait, notre solution, elle est déjà 100% dans le cloud. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas avoir de sites qui plantent, de files d'attente à rallonge, comme il y a encore trop souvent et comme il y a eu dernièrement pour la Coupe du Monde 2023, par exemple. Je sais pas du tout qui est le prestataire billetterie pour la Coupe du Monde 2023, mais forcément, voilà, quand vous avez un site qui est down, qui plante, quand vous avez des listes d'attente, des files d'attente à rallonge, pour l'expérience spectateur, c'est pas top. Et moi, je l'ai vu en temps réel sur Twitter, forcément, ça fait des retours très négatifs. Même si de base, c'est un succès s'il y a trop de monde qui se connecte, mais en même temps, voilà, on est en 2021, les gens, ils ont plus envie de, entre guillemets, s'embêter sur ça. Nous, on se différencie surtout sur 3 axes majeurs. En fait, on est déjà la première solution à coupler, donc comme je le disais tout à l'heure, la billetterie et la fidélisation.
Nous, on intègre tout ça au parcours d'achat par le biais d'un système de gamification. Donc la gamification, c'est très simple. Toutes les interactions entre le spectateur et le club vont lui rapporter des points. Donc ça va être acheter un billet, ça va être acheter à manger, acheter à boire depuis la billetterie en ligne. L'idée, c'est de favoriser un panier plus important, d'anticiper sa venue au stade ou au match ou à la salle. Et donc les personnes en ligne peuvent acheter leur billet de match et en même temps à manger, à boire, un parking, un produit dérivé, etc. Donc là, c'est plutôt intéressant et ça fait marquer des points aux gens, etc. Et ça leur donne accès donc à des récompenses et à des missions développées par le club. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet encore plus en ces temps difficiles de créer du lien, ou en tout cas, je l'espère, très vite de recréer du lien avec les spectateurs et de récompenser l'engagement des spectateurs et des fans pour leur club. Le second point, c'est qu'on est la première solution de billetterie qui permet, donc comme je disais là aussi, de monétiser son trafic par le biais de l'affiliation. Encore une fois, c'est tout bête, mais 90% du temps, quand vous venez sur la billetterie d'un club, c'est pour acheter quelque chose. Boutique ou billetterie. Le reste du temps, si vous voulez de l'information, vous avez les réseaux sociaux du club, vous avez les journalistes, vous avez les sites spécialisés, l'équipe, France Football, etc., etc. Donc finalement, la venue sur le site du club, elle est entre guillemets un peu limitée. Et aujourd'hui, nous, notre but, en tout cas, c'est de capitaliser sur la venue des spectateurs ou des futurs clients sur le site et potentiellement, donc voilà, faire gagner de l'argent au club grâce à ce trafic et à cette audience, on va dire. Et le troisième point, en fait, nous, on garantit vraiment à nos clubs de travailler en permanence, en fait, sur leurs enjeux en e-commerce. Donc nous, c'est par le biais de l'optimisation du parcours d'achat et d'un design en fait responsive, donc voilà, sur téléphone portable, etc. Si vous voulez, nous, notre solution, en fait, elle est pas figée. Voilà, l'idée, c'est de dire que on est un partenaire du club et on va avancer dans le temps avec lui. Notre solution, comme je le disais, elle est souple, elle est flexible. Donc en fait, c'est un jeu de briques de Lego, et c'est-à-dire que nous, en fait, nos solutions se composent avec des briques, avec des facultés, avec je dirais des produits ou avec des solutions en plus ou en moins. Et l'idée, encore une fois, c'est de répondre aux besoins, aux attentes de chacun des clubs, parce qu'encore une fois, chaque club est différent, chaque club travaille différemment. Et aujourd'hui, dans des solutions, je dirais un peu lambda, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont inutiles, qui vont concerner les gens qui sont organisateurs de spectacles, de festivals, de concerts, etc., etc. Et ça concerne pas tout le monde, donc ça fait vite usine à gaz, je dirais. Donc si j'ai bien compris, en fait, les clubs ou les structures peuvent aller piocher dans des services suivant ce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment d'être encore une fois dans l'offre et la demande. On est tous clients, mais aujourd'hui, par exemple, encore une fois, je vous disais, je dirais qu'on n'a rien inventé. On prend les bonnes pratiques dans le e-commerce. Mais par exemple, de manière très simple, quand vous achetez un ordinateur portable sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, forcément qu'on va vous proposer la petite sacoche qui va bien, la souris qui va bien, etc., etc. Nous, dans la façon de présenter le parcours d'achat, c'est exactement la même chose. Les gens, ils viennent pour acheter un billet. Et ensuite, pourquoi pas, on va leur proposer, pour agrémenter leur expérience spectateur et pour là aussi faire grossir un peu le panier client, tiens, est-ce que vous avez besoin d'un parking? Est-ce que vous avez besoin d'acheter à boire, à manger? Encore plus avec le Covid, ça peut permettre aux gens d'anticiper leur venue. La façon de consommer des gens a beaucoup évolué avec le Covid. Le click and collect, on connaît. La commande en ligne, les Uber Eats, etc. C'est plein de petites choses qui nous poussent à dire qu'aujourd'hui, encore une fois, finalement, les bonnes idées, elles sont à prendre partout. Et les gens qui viennent dans nos stades ou dans nos salles, ou plutôt ceux qui viennent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui ne viennent pas voir les matchs que des gens qui viennent voir les matchs, il faut aller les chercher, il faut les séduire, il faut leur proposer autre chose que le simple spectacle sportif. Et encore une fois, si c'est très facile d'acheter un billet en ligne, et si potentiellement on peut l'agrémenter avec quelques petites choses en plus, on est persuadé que ça permettra d'aller attirer un nouveau public, en l'occurrence notamment un public jeune qui est un peu plus volatile, qui va arriver sur la billetterie du site, du club, par le biais des réseaux sociaux notamment. Donc si on arrive sur une billetterie en ligne qui est pas responsive sur son téléphone portable, ça c'est un frein à l'achat. Plein de petites choses, mais encore une fois, si le parcours d'achat il n'est pas rythmé, ça va être très vite un frein, et donc les gens abandonnent en cours de route. C'est plein de petites choses, encore une fois, mais je pense qu'il faut être assez pragmatique et se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même encore une fois plus de monde qui ne vient pas voir les matchs que de monde qui vient voir les matchs. Donc c'est aussi cela qu'il faut aller chercher, quoi. Surtout avec la télévision, notamment la médiatisation. Du coup, j'imagine que cette idée de gamification, de récompenser les spectateurs pour leur achat, notamment pour leur venue au stade, ça fait aussi partie de cette stratégie, on va dire, de l'expérience utilisateur.
Exactement. L'idée, quand je parle de récompense, il y a 3 catégories de récompenses sur les billetteries qu'on met en place. Vous allez avoir des récompenses qu'on appelle club avec budget, c'est-à-dire le club vous offre une place de match, une écharpe, un maillot contre, du hasard, 500 points. Voilà. La deuxième catégorie, c'est la catégorie que nous on recommande beaucoup et qu'on préconise parce que c'est ça réellement la clé de la relation client et de la relation spectateur. C'est les expériences. Voilà, c'est les offres, les récompenses qu'on appelait un peu money can't buy, c'est-à-dire des moments de vie du groupe, des choses que potentiellement entre guillemets encore une fois on n'achète pas ou on ne peut pas acheter. Participer au petit déjeuner avec le groupe, participer à un échauffement avec l'équipe professionnelle, participer à un déplacement en bus, en avion avec eux. Voilà, toutes sortes de récompenses comme ça, très expérientielles, qui sont une vraie valeur ajoutée et qui vont travailler l'engagement des spectateurs et même là plutôt des fans et des supporters, parce que si vous êtes un spectateur occasionnel, à la limite, ça va moins vous intéresser, je dirais. Et la troisième catégorie qui là, par contre, peut aussi correspondre aux spectateurs, ça va être des offres des partenaires. C'est-à-dire que c'est tout simple, mais encore une fois, on va mettre en avant des offres de nos partenaires existants, enfin des partenaires existants du club, ou des futurs partenaires qu'on va aller chercher en leur proposant un nouveau support de communication. Et ce qui est intéressant en fait chez nous, c'est que toute cette partie fidélisation bénéficie de la même visibilité que la billetterie. Et on l'a dit tout à l'heure, mais aujourd'hui encore une fois, 90% des gens qui viennent sur le site internet d'un club, le site officiel, c'est pour acheter quelque chose. À la base, ils viennent vraiment que pour acheter leur billet. Donc c'est à nous d'être intelligents et de travailler aussi à un bon je dirais à bien travailler sur le curseur pour pas être dans le polluant, pour pas être dans le pas l'anxiogène mais le contre-productif parce que les gens ils veulent acheter un billet. Mais si on amène bien les choses et qu'on leur propose d'autres choses autour, potentiellement ils peuvent être séduits. Donc comme je disais, voilà, des offres de partenaires, ça va être, je sais pas, l'apéritif offert dans le restaurant partenaire du club, le dessert offert, moins 50% sur l'addition, 2 mois de remise en forme offert à la salle de sport qui est à côté du stade, je ne sais quoi, mais en tout cas voilà, l'idée c'est de proposer des récompenses qu'on peut convertir grâce à nos points et on peut même aller plus loin s'il nous manque des points. C'est un système basique de gamification qu'on voit dans plein d'applications mobiles aujourd'hui. L'idée, c'est de dire, ok, j'ai 600 points, tiens, il m'en manque 200 pour débloquer la récompense. Voilà, des 2 mois de remise en forme, admettons. Tiens, comment je vais pouvoir marquer plus de points? Et là, en fait, je vais pousser des missions très simples à mes spectateurs, à mes supporters. Ça va être de liker la page Facebook, de liker la page Instagram, liker la page Twitter, télécharger l'application mobile du club. Ça va être de s'identifier quand vous êtes au stade, dans la salle. Ça va être de liker la page d'un partenaire, par exemple, si on veut faire une opération sponsorisée. Ça va être de parrainer des amis. Voilà, dès que vous avez parrainé un ami et qu'il a créé son compte sur le site du club, le FC X, vous avez 50 points. Votre ami a 50 points ou le membre de votre famille, enfin le membre de votre entourage a 50 points. Et donc, on va se servir potentiellement de sa communauté des fidèles pour aller peut-être récupérer les coordonnées de nouvelles personnes qui, pour le moment, ne viennent pas au stade. C'est très compliqué aujourd'hui de connaître les gens qui sont dans nos stades et dans nos salles. Donc, c'est encore plus compliqué de connaître ceux qui ne viennent pas pour le moment. Donc, l'idée, c'est de dire on va amorcer une transition gentille vers là aussi dans cette notion de fidélisation, de pouvoir aller chercher des gens qui potentiellement, encore une fois, ne sont pas sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et donc qu'on ne connaît pas. Parce que c'est ça, encore une fois, le plus dur, c'est d'aller chercher les gens qu'on ne connaît pas. Et notre solution, là où elle fait, je dirais, entre guillemets, aussi la différence, c'est que elle est faite avec, on va dire, elle est APIisée, voilà, avec une API, on va dire. Et elle est donc très facile, il est très facile pour nous de s'implémenter, de s'interfacer avec d'autres acteurs dans l'écosystème d'un club. Bon, typiquement, c'est un logiciel CRM, une solution cashless, une application mobile, une solution qui gère la gestion commerciale, par exemple, pour les partenaires, etc. Et nous, en fait, notre idée, c'est de rendre plus efficaces tous ces autres gens. Voilà, c'est de parler avec eux et de les rendre plus efficaces. Et on travaille notamment sur des projets avec des acteurs bancaires ou avec des acteurs du CRM en ce moment pour travailler sur des produits très très pragmatiques. Le paiement en 10 fois par exemple, voilà, ça serait parfait si demain le Covid continuait d'être là et le 10 fois ça fait à peu près la saison sportive. Donc du coup, on arrête les paiements et on n'a plus besoin de parler de remboursement ou d'avoir ou je ne sais quoi. On travaille sur un truc très très pragmatique, très très concret qu'on appelle le panier abandonné. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer d'acheter votre billet, tiens, on vous appelle. Bon, du coup, vous abandonnez votre achat, bon, vous répondez, etc. Et puis, quand l'appel est fini, vous passez à autre chose. Nous, en fait, on va essayer de pousser un message pour dire, toc, toc, désolé, mais
vous avez un billet dans votre panier, vous avez oublié, etc., etc. Comme, encore une fois, comme aujourd'hui, on peut le voir dans beaucoup d'acteurs du e-commerce. Donc, voilà, l'idée globale, c'est à peu près ça aussi, ouais. Ah, c'était très intéressant par rapport aux partenaires. Est-ce que justement c'est une demande des clubs, voilà, qui savaient pas forcément comment mettre en avant les partenaires et du coup avec cette solution justement de mettre en avant les offres partenaires, est-ce que c'était un retour que vous aviez des clubs? Ouais, alors un retour, oui. Moi, c'est aussi entre guillemets l'expérience, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est compliqué de comment dire, on est toujours en train d'essayer de vendre, je dirais, de plus en plus de support à nos entreprises, à nos partenaires. En même temps, la partie digitale, elle est pas forcément très simple à valoriser. Beaucoup de partenaires présents sur les sites internet des clubs vont être présents par le biais d'un bandeau. Voilà, très simple, on arrive sur le site, vous allez avoir un bandeau en haut, un bandeau déroulant par exemple avec 3-4 sponsors. Vous allez avoir quelques je dirais logos par-ci par-là, etc. Mais finalement, on va pas se mentir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quand les gens viennent sur le site, c'est pas pour ça. Donc finalement, les partenaires, soit c'est polluant visuellement, soit ils font même pas attention, les gens, et puis ils font leur navigation et ils calculent pas forcément le partenaire. Au pire, je dirais, vous allez cliquer sur le bandeau et ça va vous renvoyer vers le site du partenaire. Bon, très bien. Nous, notre idée, c'est vraiment de le valoriser, la mise en avant du partenaire, en mettant en avant des offres. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, on est tous pareils, mais je dirais qu'on fonctionne aussi un peu à la carotte, quoi. C'est-à-dire que si on nous met pas quelque chose en avant qui nous intéresse, bon, voilà, qu'est-ce qui nous force, qu'est-ce qui nous donne envie de cliquer ou d'aller plus loin. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, il faut forcément monétiser son site internet, il faut forcément monétiser son trafic, et en même temps, pour les partenaires, voilà, c'est vite délicat. L'idée là aussi, c'est de pouvoir proposer un nouveau support de communication et de pouvoir proposer, je dirais, des offres à destination de tous les partenaires. Parce que là aussi, souvent sur les sites internet des clubs pro, vous allez avoir les partenaires majeurs, mais vous n'allez pas forcément pouvoir mettre en avant les plus petits partenaires qui eux ont un plus petit budget, mais qui par contre auraient des offres qui seraient intéressantes à pousser. Je dis au hasard encore une fois, mais si vous voulez, ça peut être des offres du McDo, du KFC, du Burger King du coin, du restaurateur local du coin. Ça peut être le magasin Logo Sport, Intersport, Sport 2000 du coin. Encore une fois, on est au-delà du sponsor national, puisque nous, encore une fois, on travaille avec des clubs de tout niveau, tout sport confondu. Et l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir répondre là aussi à la demande et aux enjeux de chacun des partenaires. Mais moi, je l'ai vécu dans le passé et c'est vrai que c'est pas forcément très simple, en tout cas, de monétiser vraiment et de valoriser son site internet et de mettre en avant des offres intéressantes et des offres sympas. Donc, on a créé ça, oui, c'était un peu une demande et en même temps, voilà, on l'a mis en avant et on le propose directement, on dira de nous-mêmes, quoi. Après, on travaille aussi ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai dit rapidement, mais on travaille aussi sur l'affiliation. L'affiliation, c'est un procédé c'est une technique e-commerce qu'on voit beaucoup, mais qu'aujourd'hui dans le sport pro on ne voit pas du tout. Et là, pour le coup, on n'est plus sur les partenaires locaux, mais on est sur des partenaires nationaux, voire internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille avec 2 prestataires affiliation. Donc en gros, c'est Awin et Quanko pour ceux qui connaissent. Awin, c'est le leader mondial et Quanko, il bosse notamment avec Canal+ par exemple en France. Et en fait, nous on met en avant, en fait, c'est-à-dire l'affiliation, c'est se servir du site internet du club pour permettre à d'autres annonceurs de communiquer. En fait, c'est à peu près ça. Et en gros, ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en avant des offres exclusives, des offres assez intéressantes, et donc en fait, le club va permettre à ses supporters de bénéficier d'offres exclusives grâce à lui, ou grâce à son engagement, entre guillemets. Et du coup, là, on est sur des offres qui vont être typiquement, alors, on essaye de mettre en avant des offres, bien entendu, qui répondent, là aussi, aux attentes d'un public sport, on va dire, large, parce que là aussi, je parle sport sans parler d'un club ou d'un sport en particulier, mais ça va être des offres de paris en ligne, ça va être des offres, là aussi, de restauration, ça va être des offres de Amazon, Netflix, Disney+, ça va être, voilà, ce genre d'offres mises en avant, et c'est des offres qu'on connaît et qu'on voit partout tous les jours, des offres de BNU, Soch, Orange, etc. Et en fait, ça va être des offres du style 200 € le mois chez Canal+, profitez-en, etc. Et donc, dès lors que le supporter va bénéficier de cette offre, le club va se voir reverser un chiffre d'affaires, sans rien faire. Donc, en fait, l'affiliation, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'affiliation, encore une fois, on la voit partout, mais pas dans le sport professionnel. Donc, notre volonté, là aussi, c'est de
d'éduquer, je dirais gentiment, les clubs et les communautés des clubs à ce que c'est l'affiliation, parce qu'encore une fois, quand vous êtes supporter d'un club, vous avez encore plus confiance, je dirais, en votre club, et potentiellement, si vous pouvez faire bénéficier d'offres à vos supporters ou à vos spectateurs, bah là aussi c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc voilà, l'idée c'est clairement ça. Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais vous servez en tout cas aussi un peu de votre expérience, notamment à Niort, aux Girondins de Bordeaux, et également aux États-Unis. Alors, deux questions, même si vous avez répondu un petit peu à la première, c'est donc vous servez de votre expérience justement dans les clubs pour avancer un petit peu sur les fonctionnalités. Et ma deuxième question, est-ce que justement au niveau de l'expérience spectateur, utilisateur, par rapport aux États-Unis, on est en retard en France? Bah ouais, alors déjà de base, je dirais que le modèle US, le modèle du sport US est tout à fait différent. Et là, je parle même pas du côté culturel des gens, parce que de toute façon, et au-delà de parler des Américains, le public français, c'est pas le public espagnol, c'est pas le public anglais, c'est pas le public allemand, c'est pas le public italien, portugais, etc., etc. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est trompé dans la façon de structurer nos offres et donc nos infrastructures. Aujourd'hui, le modèle d'infrastructure US, on peut pas passer outre la fan expérience. C'est-à-dire que eux, ils sont très bons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils présentent la venue au stade ou la venue à un match comme un loisir. C'est-à-dire qu'en fait, de manière plus globale, les ligues et les franchises américaines travaillent beaucoup l'expérience spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur la fan expérience, on est sur l'expérience spectateur ou même l'expérience client. C'est-à-dire que eux, ils ont pris de base l'idée de dire, encore une fois, c'est une histoire d'offre et de demande et on doit connaître notre public, mais on doit aussi connaître les gens qui viennent pas pour potentiellement proposer une offre à destination de toutes les typologies de public potentiel. C'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, en France, la seule offre valable, c'est une offre de spectacle. Voilà, on vend un match de foot et vous venez voir un match de foot. Il y a très peu de choses autour, je dirais. La venue au stade aux États-Unis, elle est assimilée comme un loisir pour certains publics et ils viennent pas vraiment au stade en tant que supporters, mais plus en tant que spectateurs. Donc en fait, moi j'aime bien comparer avec Disneyland par exemple. C'est-à-dire que à l'instar d'un Disneyland qui place la relation client, l'accueil, la satisfaction comme la priorité, les stades américains ils ont fait pareil. Ils font tout pour délivrer aux spectateurs un service et une expérience de divertissement de qualité, sans jamais prendre en compte le résultat ou le spectacle sportif, parce que ça on le maîtrisera jamais. Et donc en fait j'aime bien cet esprit de dire on va tout faire pour que de l'avant à l'après, parce qu'en fait l'expérience spectateur c'est ça aussi, faut le voir de manière globale. L'expérience spectateur c'est toutes les interactions vécues entre le spectateur et le club. Donc c'est tout ce qui se passe avant. C'est ça qu'on oublie. Je trouve que souvent en France on se contente du pendant. L'expérience spectateur, on pense que c'est que ce qui se passe pendant le match au stade, mais en fait tout ce qui se passe avant, la prise d'infos sur le site internet, la planification, comment je vais venir au stade, l'achat du billet, le trajet, est-ce que je viens en transport en commun, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'on m'explique, etc., etc. Le pendant, donc comment je vais me garer, le parking, l'accessibilité dans le stade, l'accueil. Moi aux États-Unis, personne m'a touché, m'a palpé quand je suis rentré dans un stade. Je vidais mes poches, je passais par un portique de sécurité. J'étais accueilli par quelqu'un avec un grand sourire. Bienvenue au stade X. Des fois en France, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et qu'on va me gronder quand j'arrive dans un stade. Je vois des gros agents de sécurité devant moi qui parlent un peu fort. C'est vrai. Voilà, c'est un peu anxiogène. Et je pense toujours, encore une fois, aux gens qui sont des spectateurs, papa, maman, des enfants qui viennent là occasionnellement. On ne donne pas envie à ces gens de revenir, je trouve. On les séduit pas assez. Aux États-Unis, la séduction, elle est poussée à l'extrême et on fait tout pour que ça se passe super bien. Encore une fois, il y a du confort partout. L'offre, ce qu'on appelle food and beverage, donc les nourritures et boissons, elle est exceptionnelle, elle est riche, elle est diversifiée et elle est de qualité. Des animations, il y en a partout, en veux-tu, en voilà. Et après match, pareil, la valorisation, la fidélisation, on va vous envoyer des mails, on va vous poser la question pour savoir si vous avez passé un bon moment, on va vous dire, voilà, bienvenue dans la grande famille des New York Yankees, admettons, on va vous relancer potentiellement régulièrement, vous êtes intégré forcément à une base de données, on va essayer de vous envoyer des offres en cohésion avec la première offre que vous aurez achetée au club, etc., etc., etc. Donc c'est des petites choses, mais encore une fois, ouais, le modèle est tout à fait différent. Et moi, pour parler de la billetterie, l'offre billetterie, elle est hyper diversifiée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, il fonctionne encore une fois, comme je disais, en termes de typologie de public. C'est-à-dire que l'offre billet,
c'est un siège diversifié. C'est-à-dire que c'est un siège à part qui va donner une façon de consommer le match différemment. Vous allez avoir des fan zones, des kids zones, des bars à ambiance, des restaurants, des grandes food courts, des terrasses, des piscines. Vous allez avoir des billets sans siège. Enfin, il y a encore une fois une multitude de façons de consommer le match. Et en France, c'est pas ça. Voilà, en France, vous avez 4 tribunes, vous allez avoir 4 tarifs, grossièrement. Vous allez avoir un tarif adulte, un tarif réduit qui va être un tarif, allez, admettons enfant. Et puis voilà. Aux États-Unis, vous allez avoir un tarif femme, vous allez avoir un tarif personnel hospitalier, un tarif personnel scolaire. Vous allez avoir un tarif pour les gens qui ont été dans l'armée. Vous allez avoir un tarif pour les familles, un tarif pour les adolescents, un tarif pour les 18-35 ans. Enfin bref, vous avez toute une sorte, encore une fois, une flopée d'offres diversifiées et hyper enrichies, parce que c'est pas que, encore une fois, un siège en tribune qui détermine qui vous êtes. Donc il y a autant d'offres et de tarifs spéciaux qu'il y a de publics différents, donc il peut potentiellement venir au stade. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, il y a quand même un truc aussi, c'est que les stades et les salles sont beaucoup mieux dimensionnés que chez nous, parce qu'en fait là-bas, elles sont quasi tout le temps pleines. Plein ou pleine d'ailleurs, stade ou salle. Donc c'est ça aussi la différence, c'est quand même c'est mieux de faire un entre guillemets petit stade plein qu'un grand stade vide. Et par exemple les nouveaux stades de MLS, donc c'est le soccer, ils sont entre 15 et 30 000 places. Voilà, parce que eux ils se sont dit, encore une fois c'est l'offre et la demande. Pourquoi j'irais faire un stade de 45 000 places si je le remplis pas? Donc eux ils disent, je vais faire un stade qui sera plein et on va travailler sur la rareté, sur le sentiment un peu de frustration, etc. Nous en France, on a voulu faire des très grands stades pour des grandes villes, pour le coup. Mais aujourd'hui, si je prends les stades récents faits pour l'Euro, Lille, Nice, Bordeaux, Lyon, aucun n'est à guichet fermé tous les matchs, aucun. Donc et en France, je pense qu'à part Paris, en foot, il y a très peu de clubs qui peuvent se targuer d'être à guichet fermé tous les week-ends. J'ai une pensée pour le Stade Rochelais en top 14 puisque j'y allais quand j'étais à Niort. Et c'est tout. J'ai très peu d'exemples en France où les matchs se jouent à guichet fermé depuis des mois et des mois. Donc encore une fois, voilà, c'est une histoire d'offre et de demande et c'est quand même plus vendeur un stade plein qu'un stade à moitié plein. Eh ben merci Benjamin Roumégou, encore beaucoup de travail du côté de la France, on l'aura compris. Non mais il y a plein de bonnes choses aussi, attention, je veux pas faire l'avocat du diable, il y a plein de bonnes choses et pour le coup il y a aussi plein de bonnes choses à faire pour des gens comme moi ou des gens comme les auditeurs qui travaillons dans le sport. Donc il y a quand même du très positif, attention. Bien sûr, en tout cas les choses évoluent quand même, ça se développe de plus en plus. Merci Benjamin Roumégou, donc responsable commercial de Ticket Shiner. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un grand plaisir, merci à vous. Et puis bonne continuation pour votre start-up donc. Yes, merci beaucoup, c'est gentil. Un grand merci à Benjamin Roumégou. Retrouvez Ticket Shiner sur www.ticketshiner.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.